Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend. Bienvenue dans ce 17e Batcast, le podcast made in Batman Legend. Au programme, aujourd'hui, retour sur nos lectures Batman du mois de janvier, paru chez Urban Comics. On jettera aussi un petit coup d'œil sur les lectures qui nous attendent pour le mois de février. Et on terminera avec une petite discussion autour d'un sujet un petit peu brûlant, le départ de Ben Affleck. Alors, départ peut-être ou pas, on en discutera tout à l'heure. Mais en tout cas, on parlera de Ben Affleck et de son Batman au cinéma qui risque de ne plus revenir. Pour m'accompagner ce soir, deux rédacteurs du blog avec Aliénor Drake. Salut. Mais aussi Bruno. Hello. Et un invité que vous connaissez déjà, j'en suis sûr, puisque ce n'est autre que Mo de la chaîne YouTube La Place du Milieu. Salut à tous. Comment ça va, Mo? Eh ben écoute, ça va très bien, et vous-même? Nous, ça va. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ton travail? Bien sûr, alors moi c'est Mo, donc j'ai une chaîne qui s'appelle La Place du Milieu, et en fait j'utilise l'humour pour donner mon avis sur les films que j'ai vus. Je suis plus orienté blockbuster, film de super-héros aussi, quand même pas mal en ce moment. Je suis aussi également comédien, et puis j'anime pour le compte d'une salle de cinéma qui se situe à Lyon, à Villeurbanne plus particulièrement, le Cinéma Zola. J'anime des soirées revival, donc en fait ça va être des soirées où on projette des films des années 80-90, voilà, qui ont vraiment marqué l'histoire du cinéma, et on le fait justement autour d'une soirée, tout simplement. Ah, c'est cool ça. Est-ce qu'il y a le Batman de Burton? Ah, mais ça, pas encore, mais t'inquiète pas que c'est dans la liste, c'est sur la liste. J'habitais à Villeurbanne un peu et j'allais au cinéma du Zola. Ah, voilà, le cinéma de l'enfance, ça c'est le cinéma où j'allais quand j'étais petit, et du coup c'est vraiment un honneur de pouvoir projeter des films là-bas. Le premier film, on a diffusé Jurassic Park, puis ensuite Predator, et puis le dernier c'était au mois de décembre, c'était le film Gremlins, le premier, ouais. Ah, cool. Donc voilà. Ouais. C'est cool ça. Et ça, vous faites ça à combien de temps d'intervalle à peu près? Généralement on le fait une fois tous les trimestres. Ok. Un film tous les trimestres, ouais. Ok, c'est cool. Ouais, vraiment bien. Super. Du coup, je vous propose qu'on démarre ce podcast, on rentre dans le vif du sujet avec une première review, et c'est Aliénor qui va se pencher dessus. C'est Batman le Chevalier Noir, l'intégrale, première partie qui est sortie chez Urban. Est-ce que tu peux nous... Alors comment dire? Une réédition. Une réédition, merci, j'avais perdu le mot. Une réédition du côté de chez Urban en intégrale pour ce Chevalier Noir de David Finch. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce premier tome? Donc moi, c'était il y a un moment que je l'ai lu, j'avais lu la version non intégrale. Enfin, non intégrale. Ouais, pas en édition intégrale. Et alors déjà, moi j'adore David Finch en dessin. Donc du coup, j'avoue que graphiquement, c'est superbe. Ça en envoie en fait, parce que voilà, David Finch, il sait bien dessiner l'action, les personnages, enfin bref, c'est très beau. Au niveau scénario, c'est très intéressant. Je dirais pas que c'est un meilleur qui marque, voilà, c'est pas un Batman qui va marquer le lecteur. Moi, alors si ça m'a marqué sur une chose, c'est au niveau de la violence en fait. D'ailleurs, quand les deux tomes que j'avais là, c'est le deuxième par exemple, ça s'appelle Cycle de violence. Ouais. Et j'avoue que c'était assez, il y avait des scènes un peu choquantes. Là, je refeuillette mon livre, je retombe sur une page où Batman et le comment il s'appelle, mince, l'épouvantail se charcutent entre eux. C'est assez gore. Donc voilà, moi ça m'avait marqué ça. Et donc l'histoire en fait c'est Batman qui a affaire tout simplement. Alors je me rappelle plus de l'histoire exactement, mais je me rappelle que on explore un peu l'enfance et la psychologie de l'épouvantail. Ouais, donc c'est voilà. Vrai. Ou les titres Terreur nocturne pour le premier par exemple. Donc parce que c'est vraiment basé sur la peur. Alors on croise aussi des personnages qu'on ne connaissait pas, du moins que moi je ne connaissais pas, dont une femme. Voilà. Alors je suis désolée, comme ça fait longtemps que je l'ai lu, je peux pas en parler énormément plus. C'est assez approximatif, mais voilà. Je peux juste dire mes impressions.
Non, c'est vrai qu'après, global. je trouve que, comme tu disais, c'est pas un récit marquant, tu vois, c'est pas un Non, Dark Knight voilà. Returns, c'est pas un Killing Joke, Ouais. c'est pas même, comment dire, un récit principal comme peut l'être Knightfall ou No Man's Land ou autre. Ouais. Mais c'est du de la série sans prise de tête qui se lit comme ça et qui est Ouais. agréable à lire. Voilà. Moi, Ouais, voilà. je le résumerai un peu Mm. comme ça. Ouais. C'est plutôt agréable à lire. Et bon, à la base, il avait sorti en 4 tomes, du coup, ils font un intégral en 2 tomes, là, c'était le premier. Mm. Et c'est plutôt cool. Moi, enfin, moi, je sais que j'avais apprécié le lire. Mm. Je trouve que c'est plutôt plaisant. Les dessins, comme tu disais, sont beaux, Mm. pour les adeptes du dessin. Mais après, ça vient pas révolutionner le genre, loin de là. Non, voilà. Mais ça fait le taf, quoi. Mm. C'est assez plaisant à découvrir, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc Batman voilà. le Chevalier Noir. Et si on revient un petit peu plus du coup dans une série un peu plus actuelle, j'ai envie de dire, c'est la sortie du 6e tome de Batman Rebirth. Alors je vais m'y attacher parce que du coup j'ai fait la review sur le blog. On sent que Tom King patiente et commence à broder un petit peu pour patienter jusqu'au mariage, le fameux mariage entre Batman et Catwoman qui aura lieu a priori vers le tome 8. Euh, mais malgré tout, je trouve que c'est des histoires assez intéressantes que nous propose Tom King, parce que ça pourrait être des trucs vraiment inintéressants, mais malgré le fait qu'on sent qu'il est bloqué dans son run par le fait d'attendre le mariage au numéro 50, etc., comme c'est programmé, on sent qu'il cherche à apporter des visions différentes du coup sur l'histoire de Batman, sur sa personnalité, sur sa relation. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors après, on peut dire aussi, enfin, je pense que beaucoup de gens se lassent un petit peu de la série Rebirth parce qu'il y a moins d'action. C'est un peu moins épique, c'est un peu moins fou au niveau des histoires de Batman, mais du coup, je trouve que ça apporte quelque chose de différent. De retrouver un petit peu la relation entre Batman et Catwoman, de voir Batman travailler en équipe avec Catwoman et cette relation amoureuse qu'ils entretiennent. Je trouve ça vachement intéressant et moi j'ai bien kiffé de lire ce 6e tome. Euh, bon après bien sûr au bout d'un moment il va falloir que ça s'accélère et qu'on passe à autre chose, mais pour le moment je trouvais ça plutôt bien fait. En tout cas au niveau de ce 6e tome, je l'avais noté 4 sur 5, donc c'est pour dire c'est plutôt une bonne Mm. lecture à mon sens. Il y a combien de tomes là pour l'instant de Batman Rebirth? C'est le 6e, Sixième? ouais, D'accord. c'est le 6e, le Ok. 7e est attendu en mars. Mhm. Et puis avant l'été ou au début de l'été, il y aura le 8e où normalement il devrait avoir le mariage dedans. D'accord. D'accord. Voilà. Donc ça c'est le 6e tome, mais moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Il y a une histoire, il y a 3 histoires en fait. Il est découpé en 3 histoires. La première c'est une longue histoire où Batman se retrouve bloqué avec Wonder Woman. Bon vous me direz il y a Mhm. pire hein, comme situation. Ouais. Pendant de longues années. Je viendrai pas en Ah oui, j'ai détail bien sur. aimé cette Ouais c'est histoire. une histoire très Mm. particulière mais en fait très intéressante. Euh, Mm. alors pendant voilà, donc ça c'est plutôt fun et puis du coup il y a de l'action pour le coup. Ensuite Mhm. on a l'histoire principale avec Poison Ivy qui vient faire le lien avec le 4e tome avec la guerre des rires et des énigmes, avec la guerre entre le Mm. Sphinx et le Joker. Donc voilà, c'est plutôt fun, ça reste vraiment du Tom King quoi, vraiment dans l'idée du côté relationnel, le côté ça parle un peu beaucoup. Il y a de l'action sans en avoir énormément. C'est plus dans la psychologie, quoi. Mhm. Et puis le dernière partie, qui est bien cool aussi, mais qui est complètement hors du temps, c'est une espèce d'histoire un peu à la Retour vers le futur, puisque c'est Booster Gold qui vient donner un cadeau de mariage à Batman, et bon, il l'a fait à sa façon, donc je vais pas vous dévoiler le truc parce que Ça risque d'être drôle. ça serait dommage, mais c'est très drôle. Et c'est un petit peu comme le dernier tome, le tome 5, où on avait un truc très drôle entre Batman et Superman. Là, c'est très Mm. drôle et en même temps, c'est super bien fait. Il y a plein de références. En fait, on se retrouve dans un univers alternatif. Et du coup, Tom King est vachement libre et il redéfinit l'univers et il y a de super bonnes idées qui sont mises en place. Donc, je trouvais ça très intéressant, très drôle et très fun à découvrir. Donc Ok. voilà, ça pour Batman Rebirth, moi je trouve que je trouvais ça plutôt cool. Plutôt cool.
Et puis une autre grosse sortie aussi, mais qui est aussi une réédition, parce que c'est aussi une intégrale, c'est le fameux Batman Dark Knight 3, intégrale du coup, le dernier Dark Knight de Miller, troisième du nom. Bruno, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là-dessus? Ben, Je sais que tu es fan de Miller, alors du coup... je suis fan de Miller, mais je suis surtout fan du Dark Knight, parce que le titre original de Dark Knight Returns c'était Batman Dark Knight. Mais moi j'ai eu un gros traumatisme dans ma vie, c'est The Dark Knight Strikes Again, parce que on a été nombreux à subir de plein fouet le tome 2 de la saga Miller, et c'est vrai que The Dark Knight 3 finalement il vient un peu réparer ça. Il est vraiment au-dessus du tome 2 de mon point de vue, mais il atteint pas du tout les sommets du classique qui est devenu le tome 1. Moi je dirais que c'est très bien d'une certaine façon que Miller ait passé la main à Kubert pour le graphisme. Ouais. Parce que les choix graphiques, non mais les choix graphiques et même la mise en page et le découpage de Dark Knight Strikes Again était vraiment discutable, et c'était vraiment difficile à lire, pour pas dire agressif. Après il y a l'histoire. Alors l'histoire est pas mal, mais à mon sens elle souffre de deux problèmes. Le premier problème, c'est que toute la dimension politique qui était à la base, qui faisait la force de Dark Knight Returns, donc le tome 1 est absente du tome 2 et du tome 3. Moi, je trouve qu'elle y est quand même. Enfin, je trouve que c'est même un peu forcé. C'est-à-dire qu'on essaie de le mettre pour dire que c'est du Dark Knight, tu vois, mais qu'au final, c'est un peu réchauffé, tu vois ce que je veux dire? Oui, ou à la limite, c'est presque auto-parodique, quoi. Ça a pas le message sur comment dirais-je, la liberté d'être ce qu'on est, la liberté d'une ville comme Gotham de pas rentrer dans leur rang, etc. Ah non, on n'en est pas là. Tu vois, voilà, on n'en est pas là. Donc ça c'est, je trouve que c'était un peu dommage, parce que moi j'aimais beaucoup le premier tome par son caractère poétique. Le deuxième travers, toujours par rapport au premier tome, hein, c'est le fait que on est beaucoup plus dans une histoire de la Justice League que dans une histoire de Batman, même si clairement Batman mène la danse et vient un peu sauver la mise à tout le monde, mais il y a beaucoup plus de personnes. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est clairement plus une histoire de la Justice League. Là où c'est intéressant, c'est que finalement, au milieu de cette armada de super-héros et de super-pouvoirs, puisque tout ça est basé autour de la réémergence de la cité de Kandor, la cité kryptonienne, finalement, c'est Batman, c'est le seul capable de super-pouvoir qui va avoir le cran de faire ce qu'il faut faire et de mettre à mal les plans de tous ces super méchants qui veulent, de cette secte qui veut asservir la planète. Alors c'est bien dans le sens où finalement on retrouve cette thématique qui était intéressante dans le Dark Knight, du fait que c'est Batman simple humain, on va dire, qui gère la situation mieux que les super-héros aux super-pouvoirs. C'est beaucoup mieux que le 2 pour plein de raisons, et en particulier le scénario et le dessin qui tiennent quand même beaucoup mieux la route. Surtout le dessin, ouais. Ouais, surtout le dessin. Et il y a quand même, voilà, il y a cet esprit qui demeure et qui fait que on reconnaît la patte de Miller à mille lieues. Mais de mon point de vue, quand même, ça atteint pas le côté référence immuable du premier tome. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est mieux que le second, mais pas aussi bien que le premier. En même temps, le premier est devenu tellement iconique, tu vois. C'est compliqué de. Bah oui, on peut pas revenir. Je pense qu'on reviendra jamais sur un tel statut. Enfin, tu vois, parce que de fait que l'attente qui est suscitée par rapport à un autre ouvrage, du coup,
du même acabit fait que tu peux pas être surpris de la même manière, quoi, tu vois. C'est clair. C'est clair. Mais ça reste quand même un bon récit. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool, du coup. J'avais peur que ça soit justement dans la lignée de Strikes Again et que ça soit trop, je sais pas comment dire d'ailleurs. On a du mal à J'ai trouver les mots, pour j'ai du Strike mal à Again. trouver du mot pour Strikes Again, édulcoré, je sais pas comment on pourrait dire ça. Est-ce qu'il faut avoir lu justement Strike Again? Parce que moi j'ai jamais réussi à le lire, Strike Again. Non, Strike si tu Again. l'as pas lu, c'est pas très grave. Non. Non, c'est pas D'accord. très grave. c'est- Ah, sachant que ça prend quand même à la suite. Mais Ouais, au ouais. début, il te présente la situation initiale et du coup, tu comprends ce qui Mm. s'est passé dans Strikes Again. D'accord. Voilà. Ok. Donc il Donc je y vais a pouvoir pas m'épargner vraiment. ce caractère. Ouais, tu peux le lire sans avoir lu Strikes Again. Mais Ok. tu l'apprécieras d'autant plus si tu lis Strikes Again. Oui, Allez, voilà. ouais, j'imagine. C'est un effort à faire, tu vois. Il faut Ouais. prendre sur soi et Ah non, je l'ai revendu, hein, Strike Again. J'ai acheté, j'ai commencé à lire, j'ai dit non, c'est pas la peine, et je l'ai revendu. Voilà, ouais, c'est moi clair. je l'ai emprunté à la bibliothèque. Je t'avoue que j'étais content de ne pas l'avoir acheté. Ouais, bah ouais. Ben, moi, je J'aurais l'ai dû faire acheté, pareil. je l'ai lu. Voilà. Et ok, merci Bruno pour cet avis éclairé sur Dark Knight 3. Euh, et maintenant, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous botte au niveau des lectures du mois de février, rapidement. Juste une lecture. Aliénor, pour toi, ça serait laquelle? Ah, le choix a été très dur parce que même, y compris en dehors de Batman, il y a plein de choses qui me bottent. Je vais acheter Green Arrow, par exemple. Le dis pas trop fort. Le meilleur, c'est bien sûr Batman meurtrier et fugitif, tome 3. Je te jure, tu C'est devrais qu'elle prendre nous, des elle nous parts sur ce livre. À chaque fois, tu nous en parles. sort chaque podcast. Et ouais, bah celui-ci, voilà, c'est une série tellement géniale que le tome 3 qui sort là, alors que on a attendu longtemps avant le tome 2, entre le tome 1 et 2. Ouais, puis Moi, là, en j'étais deux super mois. impatiente Ouais. et tout. Je me suis dit, c'est quand qu'il sort le tome 2. Et puis là, le tome 3, sort quasiment tout de suite après le tome 2. Donc, et c'est la fin du cycle. Donc j'ai hâte de savoir enfin comment Bruce Wayne va s'en sortir. Comment la famille va réussir à prouver l'innocence de Bruce Ou Wayne. pas, peut-être qu'il ne sera pas innocenté. Ouais, mais en fait, dans le tome 2, on découvre dans le tome 1, on avait des doutes, même en tant que lecteur, on se disait, ouais, si ça se trouve, en fait, il est vraiment coupable, quoi. Et puis, en fait, dans le tome 2, on voit que non, il est pas coupable, et donc, on devine Ouais. bien qu'il va être innocenté quand même. Ouais, Un ouais. Batman, ça se termine toujours bien, hein. Donc, Mine de rien, ça se termine toujours bien, quoi, en fait, un Batman. voilà. Bon, le Bon, début est quand même assez tragique, je pense, donc. Voilà, il a beau en baver pendant toutes ses aventures, ça se termine toujours bien quasiment, sauf Nightfall quoi. Mais voilà. Donc j'ai hâte de lire ce tome 3 et je vais l'acheter dès sa sortie le 15 et je vais le lire et je vais en faire la review. Voilà. Ok, c'est ok. Le programme est fait, voilà. Vous êtes prévenus. Il y a tout. Et Bruno et Mo, est-ce que vous, il y a des trucs qui vous bottent ou pas, ou vous avez pas prévu de lire pour ce mois de février, tout simplement? Alors comme moi je l'ai dit effectivement, bah j'ai acheté moi la BD numéro 1 de Superior, mais en plus c'est une saga qui date, hein, je crois, hein. Elle est de quoi, elle doit avoir 5-6 ans, bon, si ce n'est plus. Ouais. Et je sais même pas l'histoire. J'ai même pas je sais même pas l'histoire. Je me suis dit j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les dessins. C'est un dessin fait par les illustrations sont faites par Len Yu. Donc il a dessiné notamment sur une autre maison, donc Secret Invasion, donc pour Marvel. Il a dessiné aussi Birthright, donc pour DC, c'est donc l'histoire de Superman qui avait été revisité un petit peu. Et du coup, voilà, c'est vraiment une saga que j'ai envie de lire. Il y a déjà eu, en tout cas au moment où je l'ai acheté et quand j'ai vu la couverture, qu'il y avait déjà 4 numéros qui sont sortis. Maintenant, j'attends juste de pouvoir donc lire le premier tome pour savoir si effectivement si je suis familiarisé un petit peu, si j'apprécie surtout l'histoire et si je veux poursuivre par la suite, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une découverte que j'ai eue ce mois-ci, au mois de février. Et voilà, donc je vais lire tout ça avec
grande attention. J'ai vu l'illustration, maintenant il faut lire quand même, parce que comme ça, faut savoir un petit peu l'histoire. Hein. Ah bah oui, quand même. c'est sûr. L'illustration, Mais c'est pas tout. Hein. Encore, comme carrément. on en parlait tout Ça en à fait l'heure, beaucoup. mais c'est comme on disait, c'est vrai que des fois ça commence par un coup de cœur sur les dessins et puis après tu découvres l'histoire qui peut être encore meilleure que les dessins. Donc ça c'est cool. Exactement, ouais. Oui. Alors ça, je sais. Ah. Miller World. Allô? Ouais, vas-y, ça a coupé un peu, mais vas-y. D'accord. Alors, je sais que je vois 100% Fusion Comics, donc je sais même pas, il y a même pas d'édition DC ou Marvel, je sais même pas si ça fait partie de cette de quelle maison ça fait partie. Je sais qu'en tout cas, c'est Panini Comics et puis c'est Miller World, donc je sais pas, c'est ce qui est écrit en tout cas en 4e de couverture. Ouais, non, mais ça doit Mais être, je crois que c'est 100% Fusion Comics, hein. Ouais, non, c'est pas, en tout cas, c'est pas d'ici, c'est sûr. Après, je connais pas très bien cette série, donc je pourrais pas être très clair là-dessus, mais je voudrais pas dire de bêtises. Eh ben, écoute, je t'en parlerai au prochain Badcast, voilà. Ouais, carrément. Et Bruno, pour toi, tu as rien repéré? Et Bruno, comme j'ai pu le rappeler maintes fois, j'ai du retard à rattraper, donc février, ça sera je finis Batman Eternal. Tu as raison. En plus, c'est cool, Batman Eternal. Ouais, c'est un classique à dire aussi, ça. C'est cool. Et puis c'est James Tynion Ford. Et James Tynion Ford, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, moi, c'est ma lecture que j'attends le plus là ce mois-ci. Je l'ai acheté là, ce week-end. Et je vais le lire très bientôt. C'est Batman Detective Comics, tome 5. Donc, de James Tynion Ford. J'adore ce scénariste. J'adore ce qu'il fait. Et j'adore sa série actuelle, ce Rebirth. Donc voilà, la boucle est bouclée. Je vous propose qu'on enchaîne de suite avec notre débat du soir. Alors, c'est pas un débat, c'est plus une discussion autour de notre ami Ben Affleck, qui comme vous le savez, est un petit peu mis de côté du côté de chez Warner Bros. Pour le prochain film Batman, annoncé pour 2021. Pour le 5 août 2021. Donc, déjà, première question, on va faire un petit tour de table. Aliénor, est-ce que tu aimes le Batfleck? Oh ouais, je l'adore. J'en suis amoureuse. Sauf dans Justice League. Mais je veux dire, pour moi, on parle du vrai Batfleck. Moi, j'en étais tombée amoureuse et donc je suis triste parce que j'aurais bien aimé le voir dans un solo en fait. Il avait fait dans un duo avec Superman. Il l'a fait en équipe. Bon, il a complètement loupé, mais bon, voilà. Je lui pardonnais. Avec les conditions que l'on connaît. Voilà, c'est ça. C'était pas entièrement de sa faute. Il a aussi sa part de responsabilité, mais je me disais que un film en solo, ça aurait pu ça aurait pu lui redonner une chance de légitimité et c'est bête parce que du coup il termine sur un échec. Donc donc voilà. Tant pis quoi. Tant pis. Bah je suis contente aussi de voir un autre nouveau. Enfin, je veux dire, à la fois je suis triste qu'on dise adieu à Batfleck, mais en même temps j'ai hâte de voir qui sera le nouveau et puis voilà, point barre. Donc voilà, mais bon, je suis triste parce que je l'adorais vraiment, il m'avait impressionné dans BVS quoi. Pour moi c'était le Batman quoi. Franchement, pour moi c'était le meilleur en fait. C'était pas le meilleur film, mais c'était le meilleur interprète et pourtant j'adore aussi Christian Bale et aussi Michael Keaton, mais c'était Ben Affleck le Batman, c'était George Clooney, non? OK. On va repasser. et Mo, pour toi, le Batfleck, coup de cœur ou pas trop Alors, déjà parce que ils ont dit qu'il a été mis sur le côté et en tout cas lui il a un petit peu validé le fait qu'il va être remplacé, hein. C'est-à-dire que le 31 janvier il a retweeté un article de Deadline Hollywood qui disait qu'effectivement que Ben Affleck transmettait le flambeau à une nouvelle génération de Bruce Wayne. Et lui, il a retweeté, donc il était vraiment
avec un petit message d'encouragement pour Matt Reeves. Donc voilà, et puis il y avait des signes avant-coureurs, il perd la direction du film, le scénario va être totalement changé. Donc voilà, le projet n'est Ça a plus. traîné sur plusieurs mois, voire des années, même. Je sais plus combien de temps ça fait que ça traîne cette histoire. Ça fait plusieurs mois pour sûr, voire un an et demi. Parce qu'à la base, il devait faire le scénario, la réalisation et jouer dans le film. Finalement, il devait faire que le scénario et jouer dedans. Finalement, il jouait juste dedans. Puis finalement, il y est pas du tout, quoi. Il joue plus dedans. Et en fait, donc, Ben Affleck, si tu veux, pour moi, ça, c'est surtout la victime d'une mauvaise stratégie d'un studio, quoi, au fait, hein, parce que finalement, il convenait très bien dans le rôle. Moi, BVS, franchement, BVS, j'ai trouvé qu'il était excellent, et j'ai vraiment je pense avoir trouvé le Batman du dessin animé que je voulais voir, avec peut-être de la violence, un petit peu de brutalité en plus, incarné par Ben Affleck. Et puis effectivement, quand on voit entre l'organisation du film BVS, qui était vraiment une très bonne organisation, malgré le fait qu'il y a eu quelques petites pressions du studio, et le résultat après qui se passe dans Justice League, où effectivement là on voit qu'il y a vraiment énormément de défauts sur ce film-là, et on voit qu'effectivement avec les reshoots, les adaptations de scénario, le changement de réalisateur, il y a eu également un changement de dynamique. On voit que certaines scènes, effectivement, Ben Affleck est moins impliqué sur certaines scènes qu'avant. Donc effectivement, ça montrait déjà des signes avant-coureurs comme quoi il allait partir. Après, pour moi, je trouve ça énormément dommage, parce que comme le disait Anaïs, effectivement, on l'a vu entouré d'une équipe, entouré donc en volte-face avec un autre super-héros, avec Superman, et il lui manquait juste ce film solo où effectivement là il aurait pu vraiment se mettre en avant et montrer ce qu'il était vraiment capable de faire. Ensuite, voilà, quand on voit, moi comme consolation, je me dis que Batman v Superman, c'est quand même vraiment focalisé sur Bruce Wayne Batman, donc j'ai trouvé que c'était quand même très bien qu'on se mette sur son point de vue. Et puis aussi pour pouvoir alléger un petit peu la nouvelle, comme quoi il transmet un petit peu le flambeau, ça se voyait que au niveau de la carrière de Ben Affleck, que depuis qu'il avait incarné Batman, tout était centré là-dessus. C'est-à-dire personne n'avait remarqué que finalement il avait un film dont je me rappelle même plus le nom, il avait réalisé un film avec, je crois, Amber Heard ou un truc comme ça, sur un petit peu la mafia, un petit peu à la LA Noire, quoi, un film noir où il incarnait, voilà. Et en fait, même pour ça, il a eu énormément du mal pour la promotion, parce que quand il parlait de son film là actuel, on lui parlait automatiquement de Batman. Qu'est-ce qui va se passer dans le prochain Batman? Et je trouve que maintenant qu'il puisse transmettre le flambeau, ça va, alors il peut être peut-être déçu ou quoi que ce soit, même soulagé. En tout cas, ça va lui permettre, quand il adaptera un projet, de vraiment être impliqué à fond dans le projet, et qu'on le considère vraiment comme à 100% sur le projet qu'il est en train de faire, et non comme un futur Batman, voilà, tout simplement. Ouais, c'est vrai. C'est Live by Night, le film. Là, voilà, Live by Night, voilà, exactement. Parce que, alors, juste pour terminer sur ce point-là. Live by Night, il était trop bien celui-là, je l'ai vu, j'adore. T'as vu ça? Et justement, même par rapport à quand il avait fait le film de David Fincher, là, Gone Girl. Ah ouais, qui est excellent. Et ben aussi ça a permis aussi, parce que ça a été tourné avant Batman avant la sortie de BVS, et ça a permis aussi de le faire enfin en termes de promotion, d'augmenter la notoriété du film, du fait que Ben Affleck c'était son dernier rôle avant qu'il ne fasse Batman. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est vrai que du coup tu t'y intéresses quand tu t'intéresses à Batman et à BVS et tout, et tu vas dire tiens, je vais aller voir ce qu'a fait Ben Affleck avant de jouer Batman. Voilà. C'est quand même une grosse notoriété qu'il a acquis en ayant ce rôle aussi, hein. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ça avait tendance aussi un petit peu à vampiriser sa carrière d'acteur à côté, quoi. C'est incroyable. Après, probablement, en tant que spectateur, je trouve ça quand même dommage qu'il y soit plus, quoi. Voilà. Après, je pense qu'aussi, en ce moment, il est difficilement gérable aussi. Oui, effectivement. Avec ses problèmes d'alcoolisme et tout ça. Ouais, mais en même temps, il sentait qu'il allait perdre le rôle de Batman. Qui n'aurait pas sombré dans l'alcool?
Ah non, c'est pas pour ça. Tout est lié. Non, c'est pas pour ça. Cette théorie complotiste, tu sais. Et Bruno, Non, mais Il était tellement dans son rôle. tu nous as pas, c'est ça, tu nous as pas donné ton avis sur Ben Ah Affleck. je vais juste compléter ce qui a été dit auparavant parce que je suis complètement d'accord avec mes deux prédécesseurs. Hein. Je pense qu'on avait en termes d'interprétation peut-être le meilleur Batman, mais je pourrais même dire qu'on avait aussi sûrement le meilleur Bruce Wayne. Ouais. Parce que finalement, si on regarde un peu le côté, comment dirais-je, un peu poétique que trimbalait Michael Keaton, le côté sacrificiel de Christian Bale, qui faisait un bon Batman, mais je le trouvais un peu lisse en tant que Bruce Wayne. Je trouve que Affleck faisait un très bon Batman et il faisait un très bon Bruce Wayne aussi. Ce côté, ce côté à la fois enquêteur, à la fois sûr de lui, etc. que trimbalait pas Bale dans son rôle. Et je trouvais qu'il y avait vraiment un équilibre entre son côté, son personnage de Batman et le personnage de Bruce Wayne. Et je trouvais que ça, il le faisait vraiment bien passer. Et c'est vrai que ça va manquer. Après, je voudrais revenir un petit peu sur la carrière d'Affleck, qui est une longue carrière quand même. Hein. Et Affleck, de mon point de vue, il a deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est que c'est un très bon scénariste. Quand il écrit des films, il fait de très bons films. Et le premier qu'il a fait avec Matt Damon, qui s'appelait Good Will Hunting, là. Will Hunting, c'était excellent. Ouais. C'était excellent du point de vue du scénario et c'était très bien interprété. Et même lui, il avait un rôle secondaire dans lequel il était tout en subtilité. Et c'est vraiment, pour moi, le film qu'il avait révélé. Et c'est un acteur qui a été un peu ensuite pas mal cantonné dans des rôles de blockbuster et qui arrivait à faire de très bonnes prestations sous réserve qu'il soit bien dirigé. Et ça n'a pas toujours été le cas. Et force est de constater que quand il est dirigé par des mecs comme effectivement Fincher ou le réalisateur d'Armageddon, ça donne des trucs sympas. Même dans Dogma où il est complètement décalé, il joue le rôle d'un ange déchu, ça marche bien. Même dans le registre du comique, il est bon. Avec le Batman vs Superman de Snyder, il était dirigé. Il était vraiment dirigé et ça se voyait. Après, il y a des blockbusters sur lesquels il n'était pas bien dirigé. Au hasard, Daredevil. Et là, il était pas convaincant. Alors, moi, je trouve que dans Daredevil, pour le coup, en fait, tout le film est naze. Mais en fait, lui, il s'en tire bien, quoi. Enfin, je veux dire... Oui, mais tu te dis, il aurait été encore 1000 fois mieux si le film n'avait pas été naze. C'est sûr. Mais en tant qu'interprète, purement interprète, si tu enlèves tout le reste du film, alors je sais bien, un film, du coup, c'est un tout, hein, je trouve qu'il interprète bien Daredevil. Non, il est honorable, mais il peut pas sauver le film à lui, quoi. Bah non, c'est ça, en fait. On l'a critiqué parce que il a joué, enfin, c'est con, on retient de lui qu'il a joué Daredevil dans ce film naze à la con, mais en fait, lui, il s'en est bien tiré, il a bien fait son job. C'est juste que le film est nul, quoi. C'est ça. Un acteur peut pas sauver un film, effectivement. Hein. C'est clair, c'est sûr. Et du coup, je me disais que sur la base de toute son expérience, s'il s'était vraiment investi dans l'écriture d'un Batman, et un peu, excusez-moi la comparaison, un peu à la manière de Ryan Reynolds sur Deadpool. Parce que si vous regardez, hein? Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Vraiment s'impliquer, même parce que c'est vrai pour Deadpool, Ryan Reynolds, du coup, il est vraiment carrément, c'est limite, on dirait qu'il joue lui-même, quoi. Voilà. Ouais, ça fait 10 ans qu'il attendait de le tourner, il s'y est mis à fond. La première version qu'il avait jouée était pourrie. D'ailleurs, il a des zingues dans la scène post-générique de Deadpool 2. Mais on sent que, voilà, le mec, il est à fond, il veut le faire, il s'est imprégné du rôle, il veut jouer Deadpool. Et tu te dis que un Ben Affleck qui fait un film centré sur Batman, avec lequel il participe au scénario, qu'il interprète, ça aurait pu être quelque chose de bien. Ouais. Alors, est-ce qu'il reviendra en tant que Batman? Je dirais que peut-être. Moi, c'est justement la question. C'est la deuxième question que je voulais vous poser. Du coup, la transition est toute faite. Excuse-moi de te couper, Bruno. Hein. Je t'en prie. C'est que bon, moi, j'ai fait un article donc à la sortie de cette news
par rapport à Ben Affleck. Du coup, en intitulant que faites vos adieux à Ben Affleck n'est plus Batman. J'ai eu pas mal de retours, une sorte de levée de bouclier, tu sais, sur ça, en disant mais attention, je suis pas d'accord. Et beaucoup de gens m'ont fait cette réflexion-là. Alors peut-être pas la majorité, parce que la plupart sont plutôt, je sais pas si on peut dire lucides sur la situation, mais ils sont en tout cas du même avis que nous, ou que moi en tout cas, sur le fait que Ben Affleck Batman, ça risque d'être compliqué pour la suite. Mais ils estiment que pour eux, la seule chose qui a été annoncée, et c'est vrai, la seule chose qui est dite, c'est que Ben Affleck ne jouera pas le Batman jeune, j'insiste bien sur le Batman jeune, qui est prévu pour le film de Matt Reeves. Oui, enfin ça c'est normal puisque il peut pas jouer un Batman jeune. Voilà, ça c'est tout à fait normal. Mais pour eux, du coup, ce que ça implique, pas forcément le départ de Ben Affleck, ça implique que il pourrait avoir plusieurs Batman en même temps au cinéma, un jeune et un vieux, et donc Ben Affleck garderait son rôle pour éventuellement un Justice League 2 ou ce genre de projet-là. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, vous? C'est quelque chose qui serait possible vraiment, vous pensez? S'il y a un Justice League 2, oui, c'est possible. Mais de toute façon, il sera nul. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, on va un peu. Elle laisse aucune chance. J'allais dire aussi, je suis assez d'accord. Il y a un Justice League 2, ça me hype pas plus que ça, et même s'il joue dedans, tu vois, parce que. Si je te dis Justice League 2 se lance demain, Zack Snyder revient à au scénario et à la production. Oui. C'est une utopie, là. Ah non, ça s'appelle pas Justice League 2, ça s'appelle un nouveau Justice League. Ouais, c'est ça. On remet les vrais trucs. C'est la Snyder Cut. Mais non, je suis d'accord. En plus, je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où j'irai même plus loin, c'est que pour moi, Warner Bros, on connaît un petit peu leur communication. Ils annoncent pas vraiment les choses clairement. D'ailleurs, on a connu ça avec Snyder. Départ, pas départ, finalement c'est Whedon qui a pris la suite, oui mais c'est ce suicide de sa fille, oui mais en fait la production n'a pas voulu lui faire accorder sa vision à lui, oui mais en fait si, et là t'as 40 000 versions, c'est toute la communication, les joies de la communication chez Warner Bros. Au niveau cinéma. Moi, je leur dis, ils devraient engager Alexandra, qui est responsable, qui est community manager, et du coup, leur communication serait bien meilleure. Bah, écoute, on fait un appel, on sait jamais s'il y a un contrat en jeu. Non, mais c'est vrai qu'ils communiquent pas, donc pour moi, même s'ils n'ont pas communiqué clairement dessus, le fait que Ben Affleck ne sera plus Batman, le fait qu'ils annoncent un nouveau Batman, je ne vois pas, en fait, Warner Bros. Mettre deux Batman en même temps au cinéma, en fait. Ouais, non. Mais je pense, de toute façon, là, ils ont commencé à enclencher une nouvelle stratégie. C'est-à-dire que, effectivement, là, c'est un projet pour 2 ans. Donc, un projet pour 2021, c'est quand même un truc, c'est quand même quelque chose qui est, certes, c'est pas très long, mais quand même 2 ans, c'est quand même assez, c'est quand même un temps. Mais je pense que là, ils sont un petit peu en train de changer de stratégie. C'est-à-dire que au lieu de se focaliser sur sur Batman et Superman, ils vont vraiment se focaliser sur des héros qui sont un petit peu moins connus. Quand on voit Shazam, quand on voit effectivement qu'il y aura encore, il y aura Suicide Squad 2, donc qui va être donc pris par, donc réalisé et écrit par James Gunn. Quand on voit effectivement aussi Bird of Prey, par exemple, on voit qu'ils commencent à se focaliser sur des personnages secondaires qui méritent un petit peu une focalisation. Et donc là, c'est pour ça que je me dis que pour l'instant, Batman et Superman, c'est vraiment des projets à long terme et on verra comment ça va se passer. On verra comment Henry Cavill va aussi faire parce qu'il n'a pas renoncé encore aussi à Superman, même s'il y a c'est pareil. Je pense que c'est un coup à la Ben Affleck, ça, tu vois. Voilà. Même s'il y a des rumeurs en ce sens-là. Il s'est rasé la moustache ou pas? Oui, lui, il s'est rasé la moustache. Il avait même fait une vidéo sur Instagram là-dessus. Il était comme un dingue de montrer ça. Et puis, mais je pense que là, Batman, de toutes les manières, depuis maintenant Michael Keaton, je pense que Batman, c'est un petit peu comme James Bond, c'est-à-dire que vraiment, on a un changement d'interprète à chaque fois. Et à part Roger Moore qui a repris son rôle après quelques temps. Non, c'est Roger Moore ou Sean Connery? Non, c'est Sean Connery qui était revenu pour Jamais plus jamais. Voilà. Sean Connery qui était revenu. C'est très rare qu'une personne qui une fois quitte justement un rôle
rôle qui change souvent d'interprète, qu'une fois qu'il quitte ce rôle-là, le reprend par la suite. Alors sauf exception, sauf s'il y a quelque chose d'exceptionnel. Je pense que Ben Affleck, quand il renonce à son rôle de Batman, il y renonce pour de bon, quoi. Voilà. Et Warner Bros et DC ces films là qui sont en train de revoir la stratégie vont tout faire pour pouvoir trouver un autre interprète, pour pouvoir faire en sorte de tourner la page et aussi psychologiquement, à part pour Aquaman et à part pour Jason Momoa et Gal Gadot, faire en sorte que on tourne la page. Il y a aussi l'histoire de Flash. On sait pas Flash, trop, je pense du que coup. Flash, voilà, je pense que ils interrogent un petit peu Ezra Miller, mais je pense que lui il dit oui, ça avance, mais moi je pense que ça va tomber bientôt aussi. C'est une question de temps. Mais je pense que leur stratégie est vraiment de changer un petit peu, de renouveler un petit peu les acteurs, renouveler un petit peu tout ça, rentrer dans une nouvelle ère, nouvelle stratégie, et puis aussi de changer un petit peu les gros personnages Batman et Superman, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, il faut que ça soit bien fait parce que changer les persos, enfin les acteurs, changer d'univers, il avait déjà fait avec le lancement justement de la, on va dire, de la vision de Snyder, mais ils n'ont pas été capables de la tenir sur la durée. Donc il faut voir aussi s'ils sont ici là, cette fois, ils seront capables de tenir une vraie stratégie sur le long terme avec des films qui, a priori, sont plus axés sur le côté euh, vision d'auteur, enfin de réalisateur, quoi. J'ai l'impression qu'on laisse un peu plus de liberté aujourd'hui que ce que n'a pu avoir Zack Snyder par le passé. Je pense notamment au film Joker avec Joaquin Phoenix. Je pense qu'il a été un peu plus libre dans sa réalisation, sa production que a pu l'être Zack Snyder dans BVS ou Justice League. Carrément. On voit carrément qu'ils essaient plus vraiment de connecter les films entre eux parce qu'ils voient que ça marche pas et qu'ils y arrivent pas, manifestement. Ils l'ont vu avec Suicide Squad que ça marchait pas, même si Ben Affleck qui en apparition, et je trouve que c'était vraiment de belles apparitions dans Suicide Squad, mais on voit très bien que leur stratégie n'est plus maintenant de connecter les films entre eux, et bien au contraire de faire en sorte que chaque film est certes une identité différente et aussi une atmosphère différente, quoi. Donc pour ça ils vont pas choisir les mêmes acteurs que pour celui de Zack Snyder qui avait vraiment un ton beaucoup plus sérieux, beaucoup plus terre à terre, quoi. C'est pour ça que c'est pour ça que je pense qu'ils veulent vraiment tout changer. Et justement comment on appelle ça, justement le point commun justement dans ces films là, c'est que Jason Momoa et Gal Gadot, quand ils ont fait quand on voit Gal Gadot dans Wonder Woman, elle a déjà adopté une atmosphère déjà différente. Ils ont déjà commencé à s'adapter à cet environnement-là, comme Jason Momoa dans Aquaman. Et je pense que l'atmosphère des films, le ton des films, va rester celui qu'on a vu jusqu'à présent à partir de Wonder Woman. Et remettre Ben Affleck, remettre Henry Cavill dans des rôles comme ça graves, et Ben Affleck parce qu'on parle de Batman, vu que c'est Batman Legend quand même. Je pense que remettre Ben Affleck sur un film comme ça avec un autre ton, je pense que avec le ton sérieux qui voulait être fait, je pense que les Warner Bros a dû prendre peur, ils se sont dit non on change tout, quoi. C'est ça, ouais. À la limite, il aurait pu rester pour un Batman, parce que là le Batman qui va se faire, il est sans aucun rapport avec justement toute cette ligne qui a été construite depuis peu. A priori, oui, ça pas de lien. C'est un Batman à part, c'est un peu comme celui de Nolan, quoi. C'est-à-dire absolument hors continuité, qui n'a rien à voir avec le DCU. Donc la seule place qu'il avait, c'était dans ce film-là et pas dans le DCU en fait. Dans le DCU, il a plus aucune place, comme tu dis, il rentre plus du tout dans la ligne qui est établie maintenant par la Warner, quoi. Ouais. Il rentrerait plus dans une ligne hors continuité. Donc, mais du coup, il est bloqué par rapport à l'âge. Bah oui, en plus, il est bloqué par rapport à l'âge. Il est bloqué ou pas, parce que oui, ils peuvent faire le gros problème de Batman versus Superman, c'est que ça nous a grillé l'adaptation cinématographique et de Dark Knight Returns de Miller. Ouais. Donc, oui. On retourne sur Miller. Non, c'est pas ça. Mais par contre, on pourrait imaginer un Batman vieillissant joué par Affleck dans une adaptation d'un arc à la Batman Beyond, par exemple. Ouais. Mais Ben Affleck, une fois qu'il a tourné la page, il peut, même lui pour sa carrière, je veux dire tout acteur, comme tu disais au début, tout acteur a besoin de tourner une page. Lui, une fois qu'il aura tourné la page, il est hors de question d'y revenir. Moi je serais lui, je ferais ça, quoi. Je veux dire, c'est comme si tu lui demandais aujourd'hui de jouer Daredevil, quoi.
tu vois. Oui. Bah non, il refuserait. Donc c'est impossible parce que bah voilà, il a tourné la page, il a besoin de passer à autre chose, et ce qui est normal. Donc même s'ils ont besoin de faire un Batman vieux, Ouais, je suis pas sûr que lui, il ait vraiment envie de retourner dans le rôle non plus, quoi. ouais, bah non. À moins qu'on l'ait prévenu avant, mais là, je pense que là, ils veulent vraiment faire en sorte de prendre un Batman tout neuf. Et puis, au niveau des spectateurs, faut vraiment pas avoir d'inquiétude. Si on leur dit qu'effectivement, on recommence tout et qu'on change tout le casting et que voilà, on reprend sur quelque chose de nouveau, il y a forcément ce qui va être, ce qui va ressortir, c'est de la curiosité. Donc les gens, ils vont et le plus important, surtout pour la Warner et DC, c'est de faire en sorte qu'un film ne souffre pas de la comparaison des films précédents, quoi. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de renouveler le casting, renouveler le scénario, nouvelle équipe, nouveau tout. Ce sera financé, produit par la même production, mais au moins on change un petit peu la direction artistique de ce qu'on voulait faire. Et en plus de cela, comme vous l'avez dit effectivement que ils mettent un petit peu des identités différentes par film, hein, avec l'exemple de Joker, etc. On voit que tu peux te permettre là d'avoir une plus grande liberté de créativité, une plus grande liberté de création, sans être justement prisonnier d'un univers partagé qui ferait que voilà, il faut être cohérent entre un film et un autre. Donc voilà, c'est pas vraiment un laboratoire parce qu'il y a quand même des centaines de millions d'euros en jeu, de dollars en jeu, mais quand même il y a une, je pense qu'il y a une pression en moins ou bien une pression en plus parce que pour chaque film ce sera des enjeux différents et on remettra les compteurs à zéro, quoi. Ouais, oui, c'est sûr. Après, moi, je resterai quand même déçu par la tournure qu'a pris cet univers qui a été créé, qui était envisagé par Zack Snyder, parce que moi, je l'adorais cet univers-là, et j'aurais tellement aimé découvrir cette vision-là, vraiment, quoi. Pas juste sur un film, mais sur plusieurs films et avec un casting qui avait été choisi et qui pour moi était vraiment vraiment bien, quoi. Donc ça restera une grosse déception, tu vois, de voir que ça a pas eu lieu et que maintenant, bon, c'est sûr, on va se tourner vers l'avenir, on va dire bon, c'est cool, on va avoir de nouvelles versions, nouveau Batman, etc. Ça restera toujours une déception dans le futur quand je reviendrai en pensant à cet univers-là et à ce Batfleck, de pas l'avoir vu vraiment son vrai potentiel en action, quoi. C'est sûr. Après, c'est vrai que Snyder, il aurait mérité quand même de finir l'équivalent de ce qu'on pouvait appeler chez Marvel une phase. C'est-à-dire un arc scénario. Typiquement, aurait amené à l'arrivée de Darkseid sur Terre ou un truc comme ça, mais ça, bon, là, c'est mal barré, quoi. Ah oui, mais là, c'est terminé. C'est fini, je pense que c'est fini, ouais. Mais à partir du moment où tu déçois tes spectateurs sur un film qui se veut être l'apothéose d'un arc, hein, d'une phase, c'est que le fait est que tu peux plus en fait faire la suite, en fait. C'est un projet qui a commencé effectivement avec Zack Snyder, avec Man of Steel, qui avait bien démarré, ou en tout cas qui avait démarré avec sa propre identité, qui se voulait vraiment différent. Et puis petit à petit la Warner se sont vraiment aperçus que ce que voulait le public, et aussi par rapport à leurs objectifs, hein, c'était eux ce qu'ils veulent, c'est un petit peu comme Marvel, faire le milliard à chaque film, hein, ils veulent faire le milliard de dollars à chaque film, et 600 millions pour eux c'est un échec. C'est vraiment de faire en sorte de pouvoir toucher un public beaucoup plus large, et pour ça ce qu'ils veulent c'est mettre un ton un peu plus léger, avoir de l'humour, faire un environnement un peu plus coloré et tout ça. Et avec Snyder, quand tu t'en aperçois au bout du deuxième de Man of Steel, de BVS, pardon, et que t'en as la preuve que avec finalement avec Justice League, que t'es allé un petit peu trop loin pour pouvoir ensuite maintenant avoir un ton un peu plus léger. Le tout, c'est vraiment de recommencer le début, quoi. Parce que pour BVS, pardon, Justice League, je me trompe toujours, mais pour Justice League, le problème, c'est que tu n'avais plus tu n'arrivais plus à satisfaire le public initial, je faisais partie de ce public initial avec Man of Steel et BVS, que j'adorais vraiment beaucoup, avec ce ton un peu plus sombre, donc tu pouvais
pouvais plus les rattraper avec un ton léger parce qu'on se disait mais pourquoi vous changez d'identité, c'est n'importe quoi. Et puis tu pouvais pas non plus avoir le consentement des gens qui voulaient un ton un peu plus léger parce que bah il y avait aucune cohérence, il y avait aucun charisme des personnages ni rien, et l'iconisation des super-héros qu'on avait, donc des super-héros DC, était totalement inexistant sur ce film-là. Donc il faut, pour pouvoir réiconiser des films, réiconiser par exemple des héros, recommencer le processus pour bien montrer aux gens que ce qu'on vous présente, ce seront des super-héros vraiment iconiques avec un ton voilà qu'on aura clairement identifié. Et quand on voit avec Justice League que c'était vraiment c'était vraiment un puzzle quoi, qui on voyait carrément les ficelles se dérouler sur le film là. Voilà, il pouvait plus faire ça, il pouvait plus avancer comme ça. Donc le mieux c'était de recommencer, et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Et malheureusement, bah les acteurs, il y a des acteurs qui giclent, il y a des acteurs qui intègrent, voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir renouveler un public et regagner l'adhésion du public, quoi. Ouais, tout à fait. C'est une stratégie qui a pas fonctionné et qui a mal été dirigée. Et puis on se retrouve à Je avoir pense aussi qu'elle a mal été résultat-là. définie. Elle a mal été définie parce qu'au début, tu as la vision d'un artiste, qui est celle de Zack Snyder, et qui se heurte aux ambitions ou à la planification d'une maison de production. Ce qui a fonctionné chez Marvel, c'est que les deux étaient confondus. C'est-à-dire que c'est la maison de production, c'est Marvel Studios qui a défini le cahier des charges, qui a défini la stratégie et qui a recruté les réalisateurs pour faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et du coup, ça a fonctionné. Et en plus, ils l'ont fait dans le bon sens. C'est-à-dire que d'abord, comme tu disais, ils ont défini les personnages iconiques, et ensuite, ils les ont utilisés, en particulier pour les faire jouer ensemble. Au début, on a deux œuvres tout à fait honorables que sont Man of Steel et BVS, mais ça rentre pas dans une stratégie clairement définie et viable quand on voit ce qu'ils en ont fait dans Justice League. Exact, ouais. Oui, parce que Justice League est parti pour, totalement en sucette. Mais je pense que Zack Snyder, lui, il avait une vision qui était très claire sur ce qu'il voulait faire. Mais voilà, et le problème, c'est qu'il n'a pas été suivi. Voilà. Comme tu dis, le problème, c'est ça. Ouais, ça correspond pas du tout à ce qu'ils avaient prévu, mais ce qui est un peu bête de leur part. Enfin, voilà, bah carrément. Si vous avez une vision, bah faut prendre le réalisateur qui va avec et voilà. Alors justement, Zack Snyder, lui, il avait une vision justement. Lui, il avait la vision, mais la Warner avait plus une stratégie pour pouvoir engendré directement du chiffre d'affaires, quoi. Et quand on voit qu'avec la vision de Zack Snyder, bah, ils n'arrivaient pas au chiffre d'affaires qu'ils espéraient. Après, quelle que soit la vision, hein, elle aurait pu, pour moi, elle était excellente, mais il n'y avait pas d'adéquation entre la stratégie Warner et la vision Snyder. Et quand t'es Ben Affleck et que t'as la vision de Zack Snyder qui dit bah écoute, moi ton personnage je vais l'emmener là, au premier film ça va être ça, au deuxième film ça va être ça, parce que je pense qu'à l'oral lui il a tout le scénario, hein, lui il a tout. Quand il voit Ben Affleck, il sait comment il va le diriger, il sait jusqu'où il va aller, hein, son Batman. Donc quand il te dit ça, et que quand Ben Affleck entend justement la vision de Snyder et qu'il se dit bon bah écoute, j'ai trop envie de faire ça, quoi, je signe le contrat, je signe où, et que d'un coup d'un seul, et ben tu as DC qui dit en fait on va retourner telle scène parce qu'elle est pas assez drôle, on va retourner ça. Alors on change de réalisateur, hein, ça va être Joss Whedon qui va faire ça, qui va diriger. Et ben là tu te dis mais c'était pas écrit ça, c'était pas ce qui était écrit sur le contrat. Voilà. Tu réaliseras Batman, hein, ok. Oh bah super, écoute, on attend ton scénario, hein. Génial, super. En fait, on va mettre Matt Reeves, hein, c'est pas toi qui va réaliser. En fait, il a lu ton scénario, Matt Reeves. C'est pas du tout ce qu'il veut faire, hein. C'est pas du tout la même vision, hein. Donc là, franchement, quand tu vois que tout le château se démolit devant tes yeux, je pense pas que t'aies vraiment envie de prendre le projet, d'en faire partie et de jouer, de t'impliquer à 100% avec le sourire, hein. Ah non, c'est clair, non, mais carrément. Ouais. Et puis après, tu sommes dans l'alcool. Et tu sombres dans l'alcool, tu pars en cure. Ah oui. Après, il y a la drogue, hein, direct, mais bon, c'est... Voilà. Ça, on nous a pas tout dit. Bon, je vous propose pour finir, du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de Ben Affleck, en tout cas de son Batman, au niveau de notre opinion. Quel est pour vous, puisqu'on part dans l'idée qu'il y aura plus de Batfleck au cinéma, votre scène préférée?
du Batman de Ben. Ah. Et il en faut qu'une. On Hein. commence par qui? Bah vas-y, Aliénor, honneur aux dames. Ouais, j'adore celle que... Le combat lorsqu'il va sauver Martha, en fait. Le combat dans le combat. Je suis d'accord. Dans l'usine. Ouais. Oh là là. D'accord. Mais, des fois, je me la regarde à nouveau, en fait, cette scène. Ben, Juste je cette me suis regardé ça tout de suite là en fait là. En même temps que je me parlais, je regardais ça. Parce que, ouais, elle est extraordinairement bien chorégraphiée, quoi. Ah ouais. Mais là, on se dit, mais waouh! Pur Batman, quoi. Ah ouais, non, mais c'est énorme. Ah, Enfin, cette scène est magique. Hein. Ah ouais, elle est c'est magnifique. extraordinaire. Magnifique. Et puis pour les là. adeptes du jeu Batman Arkham, on y est en plein dedans, quoi. Ah, c'est clair, ouais. Il leur règle Il leur manque plus compte, que la ça, manette c'est de la PS4. C'est ça. Ah non, puis chaque geste, chaque plan, et le jeu, enfin, non, cette scène est absolument géniale, quoi. Ouais, Donc, je suis d'accord. voilà. Je suis d'accord. Mot pour toi, ta scène préférée. Du coup, t'as pas le droit de dire la même qu'Aliénor. Non. Moi, ma scène préférée, c'est la scène où il parle à Alfred sur le fait qu'il faut tuer, l'homme d'acier, quoi. Quand tu lui dis, enfin, même voilà, qui lui dit qu'il veut pas prendre de risque, qu'il faut le tuer absolument. Et c'est là où tu vois vraiment la puissance du rôle de Ben Affleck et justement la dureté aussi de Bruce Wayne, qui veut pas laisser de chance, qui veut laisser de chance qui veut pas laisser de place au doute et qui dit, bah, effectivement, si il y a une petite chance qu'il soit dangereux, je veux qu'on prenne cette petite chance comme une absolue, quelque chose de certain. Voilà, c'est certain. Pour moi, voilà, il faut la battre. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle scène. Ouais, c'est vrai. On y pense. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette scène, mais c'est vrai que elle est très oui, bien. toi, aussi. tu attends la scène du cauchemar, c'est ça, hein? Moi? Non, j'ai rien dit, moi. Bruno, pour toi? Bah, en même temps, c'est l'autre super scène. Mais effectivement, une scène de dialogue comme ça, c'est très bien, parce que... Ouais, c'est ça, parce scènes... qu'on a tendance à relever les scènes d'action, les scènes, mais du coup, relever un dialogue comme ça, c'est super intéressant. Bruno, pour toi, une scène du Batfleck? Ouais, Anaïs m'a devancé, donc je vais pas dire la même chose qu'elle, mais je le pense. Mais sinon, une autre scène, un autre plan à la limite, et le jeu d'acteur de Ben Affleck que j'ai trouvé excellent, c'est quand il est dans la Batcave et qu'il regarde le costume de Robin. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Parce que là, il fait passer des choses. Il fait passer des choses en tant que plus que Batman, en tant que Batman, Bruce Wayne, et puis derrière il y a tout ce qui s'est brisé en lui. Enfin, il a un sacré registre quand même. C'est vrai qu'en une seule image, en un seul plan comme ça, on sait déjà, en fait, que tu sois spécialiste ou pas, tu sais qu'il a l'expérience en fait, que Batman il a eu des années d'expérience avant, qu'il a eu du vécu. Rien qu'avec cette image-là, je pense que tu saisis directement le fait que le Batman qu'on est en train de voir, c'est un Batman qui a affronté déjà le Joker, qui a affronté Bane, qui a affronté déjà tout le monde. Ça c'est ça qui est super bien sur cette scène-là. En une seule image, on arrive à voir déjà toute plein de significations et plein d'interprétations différentes quoi. Et puis tu comprends pourquoi il est devenu si rude, quoi, si dur et si dépressif. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça définit tellement bien ce Batman. Et toi, Nico? Moi, du coup, vous en avez dit beaucoup, mais allez, j'essaie d'en donner une un peu fun aussi. Une que j'ai beaucoup aimée, surtout au niveau visuel, c'est la scène d'intro parce qu'il faut bien parler un petit peu de Justice League. La scène d'intro de Justice League quand il arrête le cambrioleur sur le toit. Ouais, elle est excellente. Avec c'est la seule scène réussie. Exactement, c'est la seule scène que je retiens de ce film, donc j'avais envie de la noter. Parce que sinon, forcément, c'est le combat dans l'usine, mais c'est clair que cette scène aussi, elle était aussi pas mal réussie. J'ai trouvé. Et puis t'as des clins d'œil un petit peu, cet univers sombre. Vraiment, j'ai trouvé vraiment sympa. Alors le film partait bien, tu vois, et puis après bon, ça s'est arrêté. Ah bon? alors moi, je respecte totalement votre point de vue, hein, honnêtement. Ouais. Je respecte tout ce que vous dites. Mais honnêtement, moi, pour Justice League, je te jure, hein, quand j'ai vu la première scène, j'ai su qu'il y avait un changement total de Batman. C'est-à-dire qu'à partir j'ai compris quand il fait son saut périlleux arrière là, en s'appuyant sur le mur et tout ça, je me suis dit mais enfin, à partir de ce moment, les câbles que je vois limite qu'il est tiré par des câbles directement.
je me suis dit, mais on n'est plus du tout dans la chorégraphie, justement, qu'Anaïs évoquait. Ah oui, non, on n'est On pas n'est dans plus ce du tout style-là, là-dessus. ouais. Et je me suis dit, le mec, je sais pas, j'ai trouvé en plus, il essaie d'être marrant, un truc comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il Ah, fait? moi, je l'ai trouvé jolie, cette scène, moi. Ah C'est ouais. d'ailleurs la seule scène que j'ai aimé, je pense, dans Justice League. Après, le reste, j'ai pas aimé du tout. Mais cette scène-là, je l'ai trouvée plutôt cool. Ah. Agréable à Alors, regarder. pour pas être catégorique en disant j'ai détesté, je dirais juste que cette scène-là m'a mis la puce à l'oreille directement. Je me suis dit, ça, Ouais. là, ça m'a donné déjà des signes comme quoi ça va pas être le film que j'espérais, ça c'est sûr et certain. J'ai vu ça, j'ai fait, ouh là 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 là, le mec il fait son supérieur arrière comme ça. Oh là là, en plus bref, j'ai vu ça, je me suis dit non. Ça va pas être le film aussi réussi que ça, quoi, Je malheureusement. suis moins d'accord sur la deuxième partie avec le combat avec le paradémon, mais la première partie, enfin, j'ai trouvé ça plutôt cool. Bon, après. Oui. Oui, mais après, c'est sûr. moi je trouve ça, mais honnêtement, hein, je suis super heureux de voir des gens qui ont eu des choses positives sur Justice League. Moi, Écoute, là-dessus, il faut, tu sais, que tu chroniques Le top un de film des Amazones comme était ça, pas il mal faut trouver des ressources inattendues. Et donc, voilà. Moi, j'ai trouvé cette scène. L'énergie, ouais. Il faut bien, tu vois. D'ailleurs, je voulais, ça fait un moment que je me dis, il faut que je le remate, ce film, juste pour être sûr que c'est vraiment nul, mais en fait, je crois que je vais pas le faire. Je crois que je vais me remater BVS plutôt. Ah ouais, là, celui-là, et la version longue, hein. Ah Version oui, longue. bah Bah oui, oui, ouais. version Blu-ray, version longue. Ah oui, bien sûr. Ah ouais. Tout à fait. Bon, et puis c'est marrant parce que personne n'a dit de la scène du cauchemar alors qu'elle est aussi extraordinaire. Ouais, Enfin, c'est mes deux préférés, le cauchemar mais bon, ça, tout le monde la connaît, tout le monde. Ouais, carrément. Après, le seul truc, c'est vrai elle est un peu elle arrive un peu comme ça hors contexte. C'est-à-dire que si tu es pas un adepte de l'univers de DC, tu comprends rien à ce qui se passe, quoi. Ah ouais, c'est génial. Ouais, C'est pour ça que c'est ça qui est super génial, c'est que c'est l'easter egg, par Ouais, excellence, ultime. quoi. Mais bon, Donc, je veux dire, ouais. au cinéma, ils ont perdu 90% du public pendant 10 minutes, quoi. Tu vois. Ouais, et nous, on était les 10% qui avaient le sourire en coin, comme ça, qui C'est avaient ça. Et depuis on il y a regardait. Flash qui a encore foutu le bordel. Après, esthétiquement, elle est magnifique. Magnifique. Enfin, je veux dire, même Oui, si oui, tu elle est comprends belle. rien à la scène, esthétiquement, elle est sublime, quoi. Enfin, waouh! Attends, ils ont même sorti des figurines de Batman en mode Desert Warrior, quoi. C'est pour ça, c'est ça qui a donné c'est ça justement qui a donné la puce à l'oreille à certains fans, quoi. Mais c'est vrai que cette scène-là, je suis d'accord avec toi, Anaïs, hein, et Ouais. c'est génial. Déjà, d'une part, t'as ça, et puis après, après, par contre, à la sortie de la salle, tu dois donner des explications à 50 personnes, quoi. Mais, C'est ça. ouais, c'est ça, quoi. Mais franchement, cette scène-là, pour moi, c'est fan service. Mais là, franchement, c'était un très beau service, quoi. Ah ouais, c'est clair, là, c'est service 5 étoiles. Carrément. Écoutez, si on a 5 minutes devant nous pour finir ce podcast, très très rapidement, du coup, j'aimerais juste faire un petit tour sur un acteur que vous pourrez voir pour prendre la relève de Batfleck. Voilà. Je sais, Déjà c'est dur, mais... Déjà qu'on est dans le blues, là, on ouais, est dans le blues, mais là. justement, c'est pour vous aider à passer cette épreuve. Avoir du positif dans l'avenir. Donc un jeune, tu veux Bah, un jeune, quoi. Donc c'est un jeune. Ouais, on va essayer de prendre un jeune. Si tu me donnes, parce que moi, il y a comment il s'appelle, John Hamm, qui me hype pas mal, mais il a le même âge que Ben Affleck, donc ça marche pas. Ah oui, bah oui. Ils vont peut-être prendre David Mazouz, là. Non, je suis pas sûr. Le chétif, là. Je suis pas sûr. Il lui manque quelques kilos, hein. Ouais, il lui manque un peu, je pense. Qu'ils prennent un petit peu de muscle, quoi, mais peu, ouais. non, Beaucoup. franchement, je pourrais pas te. Là, honnêtement, il y a pas mal de noms. Je m'en rappelle plus comment il s'appelle, celui qui était dans le Social Network, là, Lone Rangers, là. Comment il s'appelle, truc Hammer, là, Army Hammer, ou un truc comme ça, là. Ouais. Il s'appelle Army Hammer, voilà. Armie Hammer, ouais. Hammer, il y a pas mal de gens. En plus, il a une belle voix, en plus, je trouve. Il a vraiment la voix, la belle voix grave de Batman, même si elle va être modifiée. Il pourra faire I am Batman. Voilà, je pense qu'il peut le faire. Ok. Voilà, c'est tout, hein. Voilà. Hammer. Moi, j'en ai bien eu en tête, mais va falloir vous tenir à la table, hein. Vas-y, je me tiens. Je suis accroché. Vas-y. Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Oh non! Je suis pas sûr. Putain. Non, mais lui, c'est fort, hein.
c'est mort, hein. Je te dis non. Bah, c'est mort déjà. Le mec, il est appliqué sur Marvel jusqu'au coude. C'est pas le C'est terminé. premier qui ferait la bascule entre les deux. Hein. Ah ouais, quoique après, bon, pourquoi pas, hein. Ça pour sa carrière, voilà. Mais honnêtement, Chris Hemsworth, bon, lui, il préfère Bane, quoi, à la rigueur, mais ouais. Après, il y en a qui voit aussi également. Ah non, attends, j'attends le tour de table. Moi, j'avoue que T'as pas de nom. non, j'ai aucune idée. J'ai vu circuler, alors je sais pas si c'était une blague ou pas, Robert Pattinson, par exemple. Oh non. Non, Non, Mais, ça c'est interdit, c'est pas possible. Alors moi, j'aime bien cet acteur, franchement. J'aime pas du tout. Enfin. Oui, pour le mystère, ouais. J'ai pas vu. Non, mais j'ai pas vu. J'en ai vu qu'un. Comment ça s'appelle, mince, le truc des vampires. Là. Twilight. Ouais, voilà. Non. Twilight. Au bout d'un bon, quart d'heure. Hein. mais même dans d'autres films, c'est un bon acteur. Enfin, il peut être un bon Ouais, acteur. ça peut Et, ça peut être un bon acteur, je suis d'accord, Ah ouais, mais oui, pas d'accord. Batman, quoi. Mais en Batman, peut-être pas, non. Non, mais Robert Pattinson, le souci, c'est que depuis Twilight, en fait, et depuis donc le fait qu'il a explosé grâce à ces films-là, il a plus tendance maintenant pour pas être justement catalogué encore de Edward Cullen, et d'ailleurs maintenant il est plus trop catalogué, même s'il sait que c'est là où il vient. Voilà, c'est surtout ça, il fait des films indépendants qui lui permettent de faire vraiment de grands rôles, quoi. C'est surtout ça qu'il veut faire. Un peu à la manière de Matthew McConaughey, et ben voilà, il s'écarte un petit peu des blockbusters pour pouvoir faire des films d'auteur, voilà, exactement. Ouais. Donc tu lui dis fais un décès, je pense qu'il va dire non, c'est bon. Ouais, c'est sûr. En plus, il doit faire une chauve-souris, il va dire non, attends les gars, j'ai déjà été un vampire, c'est bon, quoi. Voilà, c'est bon. Faut arrêter les gars. Ah, et puis c'est vrai qu'après moi Robert Pattinson, tu vois, c'est comme si tu me dis bon, c'est pas le même style, mais tu vois, il est rattaché à Twilight, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, pour moi c'est trop cette image-là. C'est comme si tu me dis Daniel Radcliffe, tu vois, c'est pas possible, c'est Harry Potter, tu vois, c'est pas Batman, quoi. Ah, Robert Pattinson a su s'attacher de Twilight. Hein. Ouais, tu vois, moi, mieux que Daniel Radcliffe, je suis d'accord, ouais. Mais en même temps, il a fait que 3 films, l'autre en a fait, 4 films, l'autre en a fait 7 ou 8. Ouais, bah oui. Mais bon. Et c'est un moins un bon acteur. C'est sûr. Mais après, il y avait... Ouais, après, je sais pas, Oscar Isaac, ça pourrait le faire. Oscar Isaac. C'est qui lui déjà celui qui fait Podamron, celui qui fait Podamron dans Star Wars. D'accord. Je sais pas, je donne des idées ça. comme ça, je sais pas trop. Il y en a un qui voit Jake Gyllenhaal. Ouais, mais lui, c'est fini, il a été casté en Mysterio dans le prochain Mysterio, voilà. Spider-Man. Il voit Kit Harington aussi j'ai vu ça. Il est trop petit. Voilà. Ouais, je trouve qu'il a l'air super gentil en fait, et surtout ça. Moi, quand je le vois, pour moi, j'ai envie de le serrer dans mes bras, quoi. C'est surtout que c'est quelqu'un c'est surtout qu'il joue un rôle assez larmoyant et dépressif, certes, mais en combattant, par exemple, je le vois pas du tout, tu vois. Bah, tu vois, t'as envie de plus le faire un câlin que de dire, je te dirai toute la vérité, quoi, tu vois. Ouais. Il fait pas peur, en fait. Il fait pas peur du tout. Quoique, après, on sait pas, hein, travail d'acteur, voilà. Ça, on sait pas, hein, mais. On sait pas. On peut jamais jurer de rien, mais, voilà. Et Michael Fassbender? Michael Fassbender. Ouais, mais pareil, il est vachement, c'est X-Men, quoi. Mais alors, après, il y a eu un changement la Fox a été rachetée par après, en termes d'âge, ça va pas coller, du coup. Bah ouais, il est un peu vieux. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais bon, mais en tout cas, il pourrait peut-être être libre, hein, étant donné que la Fox a été rachetée par la Marvel, que les X-Men va peut-être être rebooté suite à cet achat-là, et ils vont peut-être voilà changer aussi les acteurs de X-Men, et donc Fassbender sera libre, quoi. Ouais. Il a pas l'air si vieux que ça. Il est pas fondamentalement 41 ans. sur le rôle de Magneto. Il a fait beaucoup d'autres choses à côté. Mais oui. Et il a une bonne palette, je trouve. 41 ans, le gars. Ça va. va. Mais je pense 41 ans, c'est là où les mecs ils démarrent dans James Bond, si tu veux. Ouais. Peut-être qu'il fera James Bond alors. Je sais pas. Je sais plus. On sait plus. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous les trois d'avoir été là ce soir. Merci à toi. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast sur un sujet
qu'on sait pas trop, hein. Et en tout cas, ça fait plaisir d'avoir parlé avec vous ce soir sur Ben Affleck, parce que du coup, c'était un sujet un petit peu brûlant, et puis ça nous a permis de faire le deuil un petit peu de ce petit Ben Affleck. Voilà. Au revoir, adieu, Ben Adieu, Affleck. adieu Ben Affleck. Sur ce, on va aller se mater Batman vs Superman. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao tout le monde. Bye. Au revoir.